Merci beaucoup pour l'accueil. Comme j'ai la sensation d'être observé, je crois que je vais commencer. Donc effectivement, c'est déjà la 4e fois ici et donc le suspense demeure quant à la présence de démocrates ou non dans cette salle. On verra bien. En tout cas, sachez qu'il y a parmi nous une guest star de renommée au moins nationale dans cette salle ici ce soir, parmi vous, qui est le dessinateur Marceau, donc que je salue. Vous l'avez repéré, il est assez voyant normalement, donc voilà, donc merci à lui, merci à tous d'avoir fait le déplacement. Donc je vais vous parler de Guérilla 2, le temps des barbares, donc la suite de Guérilla 1, le jour où tout s'embrasa, dont j'avais déjà parlé ici il y a quelques années. Alors, quand je dis je vais vous parler du livre, je ne peux pas vraiment entrer dans le détail de ce bouquin, parce que je ne veux pas spoiler, comme on dit, le contenu. Je ne peux pas, comme l'a dit Pierre-Yves, il y a énormément de personnages archétypaux différents, de situations très différentes, donc je vous laisserai découvrir ça dans le détail. Pour en parler, en général, j'utilise un petit peu une sorte d'allégorie, enfin d'analogie, qui est une analogie avec un fait divers qui a eu lieu il y a un peu plus de 100 ans dans l'Atlantique Nord. C'était un paquebot de croisière qui s'appelait le Titanic, qui donc accomplissait sa traversée inaugurale. Et ce navire, je trouve, présente d'étranges similitudes avec la société française actuelle. Ce navire, donc, a dans ses soutes des 3e classes, des 2e classes, beaucoup d'individus qui subissent un petit peu le voyage sans trop le comprendre, sans avoir leur mot à dire quant au cap qui est suivi par le navire. Mais bon, ils font partie de cette aventure, ils ont suffisamment de nourriture, de divertissement, de quoi s'occuper, donc le voyage se passe sans problème majeur pour l'instant. Les individus des ponts supérieurs sont les plus intéressants puisque ce sont eux donc les décideurs archétypaux de la société, les médias, les investisseurs, les grands de ce monde, l'équipage, le commandement, l'État en quelque sorte. Eux vont décider du cap du navire, de sa vitesse, de l'intérêt qu'il y a d'aller plus vite, toujours plus vite, parce que ces individus-là dominent la situation, ont le pouvoir, et donc simplement pour avoir le sentiment de toute puissance que procure la domination d'autrui, ils se battent pour rester à leur place et maintenir l'ensemble des passagers dans une sorte de cécité, disons, agrémentée de divertissement et de sujets tout à fait secondaires. Quand il y a des problèmes dans ce navire, quand certains vont réclamer un peu plus de confort, on va leur donner, on va de temps en temps régler quelques conflits par quelques coups de matraque. Et l'important pour cette classe supérieure est de préserver ses acquis, son pouvoir et sa maîtrise du cap du navire. Même si on l'a averti qu'il y avait quelques risques, des glaces flottantes qui étaient un peu plus bas que d'habitude sur l'océan, une nuit très calme, donc la mer parfaitement plate, et donc on ne peut pas distinguer ces glaces aussi bien qu'on le fait d'habitude. On n'a pas jugé bon de donner au type de la vigie des jumelles. On s'est dit, bon, après tout, ce navire, comme on disait à l'époque, Dieu lui-même ne peut pas le couler. Parce que quand on a le pouvoir, on est persuadé que cette société est totalement indestructible et immortelle, que l'État est extrêmement puissant. Sauf que, pas forcément, on n'a pas forcément tout prévu. Et ce qui devait arriver, arriva. Donc ça, c'est Guérilla 1. Vous avez tout à coup un iceberg qui va sortir de la nuit et qui va venir percuter la croisière. Et les types ont beau sonner à la cloche, ont beau prévenir, il y a une inertie qui est énorme dans une société comme dans un navire. Donc quand un événement très brutal survient et qu'il va toucher la structure du navire ou de la société dans ses points les plus faibles, eh bien le temps qu'une décision soit prise, une décision radicale et efficace, en général, il est trop tard. Donc l'iceberg dans Guérilla 1, c'est un événement, un incident dans une cité sensible, comme on a eu le cas en 2005 par exemple, ou plus tard à Villiers-le-Bel, où ça arrive très souvent aujourd'hui en France, ces fameux guet-apens dans les banlieues qui vont viser des forces de police ou des pompiers, etc. Et ces événements ne dégénèrent pas parce que les policiers sont extrêmement conditionnés à ne pas se servir de leurs armes, à ne pas créer de troubles supérieurs aux troubles initiaux. C'est-à-dire qu'on considère que ces guet-apens ne sont pas extrêmement graves, ils ne remettent pas en cause la stabilité de la société. En revanche, une riposte policière
Par exemple, quand ils se font brûler vifs dans leur voiture, le procès de Viry-Châtillon a lieu en ce moment, je vous le rappelle, et on ne se sert pas, ils ne se sont pas servis de leurs armes, mais le jour où on tombera sur un policier qui va dépasser ce conditionnement qui est extrêmement puissant, et qu'il va se servir de son arme et qui va faire plusieurs morts, on peut imaginer une réaction en chaîne extrêmement rapide et violente, beaucoup plus qu'elle n'a pu l'être en 2005, puisque la question communautaire aujourd'hui est considérablement plus grave et tendue. Il faudra ajouter à ça le fait terroriste, puisqu'évidemment les terroristes pourront profiter du désordre et de la mobilisation des policiers partout pour passer aux actes. La France est dans un état de tension sociale qui n'a probablement jamais existé. La police, qui est quand même le garant, le gardien du temple de ce régime, vraiment les voyants sont dans le rouge, enfin, c'est peu de le dire, dans une situation très très difficile. Et pour l'instant, elle peut gérer quantité de merdier localisé, on va dire, mais un merdier global et général n'aura pas les moyens de le faire, puisque les policiers ne sont pas si nombreux que ça et n'ont pas surtout des moyens d'action moralement illimités, bien au contraire. Comme il faut à tout prix éviter cette escalade, on peut se retrouver avec des situations comme on avait connu à Villiers-le-Bel par exemple, où des policiers se font tirer dessus à balles réelles et ont ordre formel de ne pas riposter, alors quand bien même ils sont dans une situation de légitime défense. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment la polémique qui a eu lieu avec cette brave Zineb El Azraoui, qui avait dit que simplement peut-être les policiers dans une situation de légitime défense pouvaient faire ce que prévoyait la loi, c'est-à-dire se servir de leurs armes, puisque ce sont des armes de service, hein, rappelons-le, elles ne sont pas juste un objet décoratif, et normalement les policiers doivent pouvoir s'en servir dans certains cas très précis. Là, ça rentre pleinement dans le cas, en général, quand on se fait brûler vif dans sa voiture, c'est qu'il y a quand même une petite volonté de nuire à la personne, donc que l'usage de l'arme de service serait fondé, mais il y a des consignes de plus en plus précises. Les policiers aussi, notamment, ont tort de ne pas trop déranger certains trafics, de ne pas trop poursuivre les individus, les fameux rodéos urbains, vous savez, justement pour éviter un embrasement qui est très craint et redouté par le renseignement. Donc le renseignement, en quelque sorte, c'est le type sur la vigie qui n'a pas ses jumelles, mais qui voit quand même très bien ce qui se passe, et qui sonne la cloche et qui se rend compte qu'il ne se passe rien. C'est assez tragique, mais en gros, les dossiers arrivent sur le bureau des ministres, des dossiers très complets, où à chaque fois qu'un type passe à l'acte, on a tout son CV qui est soigneusement annoté, sa biographie complète. C'est un très bon travail, malheureusement, personne n'en tient compte, parce que les gens qui nous dirigent aujourd'hui sont formés essentiellement pour communiquer, pas pour agir, mais pour savoir quoi dire quand un événement fâcheux se produit. Ce qui fait qu'on peut retourner à son avantage tous les types d'événements. C'est très économique, mais le temps, malheureusement, de remplacer tous ces individus qui sont formés, qui n'ont pas vu, qui n'ont pas prévu depuis des années, de les remplacer par des gens qui sont prêts, qui ont vu les choses et qui sont déterminés à agir, ça prendra beaucoup de temps. Et ce temps, dans une situation comme celle-là, c'est précisément ce qui manque. Parce que la société, comme je le disais, un peu comme le Titanic, a des faiblesses dans sa structure, c'est inévitable, tous les systèmes complexes ont des fragilités. Et alors le Titanic, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de l'histoire, enfin vous avez peut-être au moins vu le film, les portes étanches n'étaient pas assez hautes, les boulonnements de la coque n'étaient pas assez bien foutus, bref, on n'avait pas prévu complètement ce qui pouvait se passer. On avait prévu quand même quelques canaux de sauvetage, mais essentiellement pour les mecs d'en haut quand même. Parce que évidemment, ce qu'on ne dit pas avec les classes supérieures, c'est qu'eux ont des canaux de sauvetage, ils ont les moyens de fuir. Donc à la limite, l'iceberg ne met pas fin prématurément à leur petite fête à eux. On peut continuer même à jouer de la musique un bon moment avant de s'en aller. En revanche, ceux qui sont dans les soutes et dans les ponts inférieurs, eux, évidemment, la société, c'est un peu leur seul bien, et si elle coule, ils vont couler avec. Donc cette petite différence est aussi importante dans la perception des choses que l'on peut avoir selon qu'on soit en haut ou en bas de la machine. Et évidemment, l'inquiétude est bien plus forte en bas, puisqu'on commence à avoir de l'eau froide qui nous lèche les mollets. Donc on se demande vraiment très vivement s'il n'y a pas un problème. Et en haut, on voit vraiment, on met d'ailleurs beaucoup de temps à comprendre que le navire est en train de couler. Parce que ça paraît impossible, et de toute façon, on est en haut, il suffit de faire un pas et on est sorti de là. Tout ça pour vous dire, donc je reviens à mes points de faiblesse dans la structure. La société française donc, a ce point de faiblesse de l'État dont je vous parlais, l'état de la police qui est extrêmement préoccupant aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Là, vous avez entendu peut-être parler de mobilisation du 5 décembre.
où il y a beaucoup d'appels qui sont pris très au sérieux par le renseignement, d'appels de grève massive dans la police notamment, mais aussi chez les techniciens, distributeurs d'électricité. On a intercepté pas mal de communications qui prévoient de cibler les réseaux, la fibre, etc. Enfin, des nerfs de communication qui sont très importants. Parce que l'électricité, on est en train de comprendre petit à petit que c'est quand même vraiment le nerf central des sociétés modernes et que sans électricité, l'intégralité d'une société peut s'effondrer en quelques heures. Parce que sans électricité, évidemment, vous perdez l'intégralité des moyens de communication, y compris... Alors, nos téléphones portables fonctionnent avec des antennes relais. Si les antennes relais n'ont plus d'alimentation électrique, elles ont des batteries avec une autonomie d'à peu près 1h30. Une fois que ces batteries sont épuisées, ça s'arrête. C'est la même chose pour les réseaux de la sécurité civile, de la police notamment. L'armée aurait son petit réseau bien à elle, mais nous verrons plus tard pourquoi l'armée n'a pas forcément de moyens d'action illimités non plus dans une telle situation. Donc la faiblesse de la structure aussi évidemment morale, puisque nos dirigeants justement sont dans cette situation de terreur face à cette morale qui les fait vivre, à laquelle ils doivent leur place tout en haut de cette pyramide. Ils ne peuvent pas, pour l'instant, basculer moralement et ordonner à la police une réponse extrêmement ferme contre une révolte. Une révolte des Gilets jaunes, c'est autre chose, mais une révolte venant des quartiers dits sensibles, là, ce serait beaucoup plus risqué parce qu'une escalade beaucoup plus grave pourrait advenir. Et donc, il y a une forme de paralysie totale face à cette question. On n'ose pas du tout mettre des moyens dans ces cités, même en temps de paix pour l'instant. Donc on ne l'osera pas plus si la situation dégénère de manière très très préoccupante. Et donc cette faiblesse de la structure qui est l'électricité, on s'en est aperçu, le renseignement n'arrête pas de le dire. Il y a des points faibles très graves, notamment les transformateurs des lignes haute tension, donc les transformateurs de sortie des centrales nucléaires qui sont bien plus vulnérables que les centrales nucléaires elles-mêmes. Et les transformateurs, par exemple, autour de l'Île-de-France, vous en avez 11 qui desservent l'intégralité de l'Île-de-France. Ils sont vulnérables et ils sont assez faciles à détruire pour des équipes plutôt organisées, certes, mais c'est tout à fait faisable. Ils sont cartographiés depuis très longtemps par des drones, on l'entend assez souvent. Cette menace n'est pas suffisamment prise au sérieux et pourtant, vraiment, les dégâts pourraient être rapides et majeurs. Et les transformateurs électriques, c'est pas quelque chose qu'on peut remplacer en quelques heures. On ne peut pas appeler un technicien EDF, non, c'est plus compliqué. Ça prendra des semaines, voire des mois. Donc, pendant ce temps-là, le grand blackout aura lieu. Et sans les moyens de télécommunication, d'information, de chauffage, de conditionnement de la nourriture, même de distribution, enfin de traitement des eaux, bref, à peu près tout y passe. L'électricité, vraiment, là, on mesurerait l'ampleur de notre dépendance à cette source d'énergie. C'est vraiment absolument capital d'essayer de s'imaginer qu'une telle chose puisse nous arriver, que ça dure plusieurs jours, pour voir à quel point, en fait, on a délégué l'intégralité de notre existence à ce moyen, en fait. Il y a aussi d'autres points faibles. Par exemple, là, assez récemment, vous avez entendu parler de ce vol qui a eu lieu dans une usine Seveso, un vol de 200 kg d'explosifs. Alors, il faut savoir qu'on a vraiment de la chance que les terroristes soient extrêmement bêtes, parce que sur Internet, l'administration française est très bien faite. Vous pouvez avoir la liste de l'intégralité des sites Seveso. Vous pouvez trouver leurs plans, vous pouvez trouver leurs règles de sécurité, vous pouvez trouver exactement le contenu de ce qu'on peut y trouver, de ce qui s'y fabrique. Et heureusement, vraiment que alors ça, il faudrait peut-être le couper à la vidéo pour pas donner des idées à certains, mais heureusement qu'on a affaire à d'épais imbéciles, parce que je peux vous dire que les failles sont énormes. Le renseignement n'arrête pas d'alerter, d'attirer l'attention sur ces failles, et absolument rien n'est fait pour l'instant pour nous préserver d'opérations de grande envergure. Donc pour l'instant, on se contente des déséquilibrés à couteau. Alors bon, effectivement, ils sont très cons, mais quelqu'un qui est très con avec un couteau, ça peut quand même faire des dégâts. On l'a vu à la préfecture de police de Paris. Donc heureusement, pour l'instant, on en est là, mais enfin, fatalement, vraiment fatalement, on aura très bien des actes bien plus élaborés et bien plus dramatiques. Donc ça, c'était Guérilla 1, le jour où tout s'embrasa, donc l'incident qui met le feu et tout ça. Et donc, au début, je ne prévoyais pas d'écrire une suite, mais mes lecteurs m'ont tellement demandé, bon, très bien, d'accord, mais une fois que ça s'arrête, est-ce que
on est tous condamnés à périr, comme dans le Titanic, plus ou moins, tous ceux qui étaient dans les points inférieurs, ou est-ce qu'on a une petite chance de nous en sortir dans un tel monde ? Eh bien, donc j'ai voulu écrire ce livre un petit peu pour essayer de répondre à cette question, parce qu'effectivement, tout le monde ne meurt pas dans une telle situation. On a quand même des ressources pour s'adapter à un changement, si brutal soit-il, mais c'est aussi pour nous faire prendre conscience de cet état dans lequel nous sommes. Je parlais de l'électricité, mais notre état de confort et de dépendance va très très au-delà de ce qu'ont connu nos ancêtres. On se retrouve dans un tel incident, on sort un peu, c'est comme si on était dans un bain amniotique, on a notre température qui est toujours constante, on a notre médecine, on a absolument tout qui nous berce et qui s'occupe de nous, on a l'État qui pourvoit à chacun de nos désirs, qui est toujours là qui nous explique même comment mettre un pied devant l'autre, est-ce qu'il faut manger, etc. Et on en redemande, on va à se mettre parce qu'on a de plus en plus peur en quelque sorte de nous arrêter pour réfléchir à quel point on a renoncé à nos responsabilités individuelles, à notre autonomie. Et si une situation brutale comme celle-là arrive, là on se retrouve en quelque sorte comme le Titanic, on se retrouve dans l'extérieur glacial et il n'y a plus de lumière et donc qu'est-ce qu'on fait ? Tout seul. Ça révèle, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup dans mes livres, un peu moins celui-là, mais de manière sous-jacente, parce que c'est un roman, sur la domestication de notre espèce, ce qui n'est pas un terme gratuit. J'ai essayé de développer ça de manière assez courte, sans sombrer dans un cours de biologie. Par exemple, le chien est l'animal domestique le plus ancien de l'homme. Ça veut dire qu'en quelque sorte, pour la faire très simple, on a pris un loup et on l'a nourri et on l'a habitué à ne plus avoir besoin de ses aptitudes de chasseur pour survivre. Donc petit à petit, génération après génération, il n'avait plus besoin d'avoir cette capacité d'orientation, cette endurance, cette force musculaire impressionnante, cette résistance, tous ces instincts sociaux très très développés. Et petit à petit, génération après génération, donc il a perdu l'intégralité de ses instincts auxquels il devait sa survie. Et aujourd'hui, alors je ne parle pas forcément des chiens complètement aberrants, les chihuahuas ou ces espèces-là, mais pour vous dire, aujourd'hui, la plupart des chiens domestiques français, si jamais vous les relâchez sans leur maître, ils ont très peu de chances de survivre dans un environnement qui correspondait à leur environnement ancestral. Ils sont de reste affectivement extrêmement dépendants de la figure du maître, parce que le maître est nourrisseur, le maître c'est la récompense et c'est la punition, et donc c'est lui qui va gérer l'intégralité de la vie de cette créature. Eh bien, l'être humain a subi à peu près la même chose. Alors, c'est un poil plus compliqué parce qu'en quelque sorte, il s'est domestiqué tout seul avec la société. C'est-à-dire que la société a pourvu à nos besoins primaires, donc essentiellement alimentaires, avec ce principe de délégation des tâches de la société. Et finalement, on a vécu à peu près la même forme de sélection sociale. On a perdu nos aptitudes de Cro-Magnon, en quelque sorte. Cro-Magnon était un être beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, qui avait des capacités cérébrales d'orientation vraiment extrêmement développées, et qui était capable de réaliser des prouesses physiques que plus personne ne peut réaliser aujourd'hui, parce que la société a fait à peu près la même chose. Finalement, comme on n'avait plus besoin de ces aptitudes, comme d'autres exerçaient pour nous la défense de la cité ou la quête de nourriture ou la chasse, etc., l'alimentation, l'agriculture, eh bien petit à petit, on a perdu ces aptitudes primaires qui n'étaient plus vitales, donc eh bien, elles ont diminué. Et avec ces aptitudes physiques, on a aussi perdu les aptitudes morales qui allaient avec, c'est-à-dire que la société est devenue notre maître, donc nous en sommes remis à lui petit à petit, nous avons accepté de déléguer des responsabilités de notre défense jusqu'à notre destin aujourd'hui. Finalement, que n'a-t-on pas abandonné aujourd'hui à l'État ? Que ne gère-t-il pas de notre vie ? Et plus le citoyen moyen va vers cette domestication, plus il est demandeur d'État. Il veut de l'État tout le temps, partout. D'ailleurs, il suffit de voir n'importe quel conflit social, les citoyens se révoltent quasiment exclusivement pour demander encore plus d'État. Surtout pas moins, mais toujours un peu plus pour moi. Et ça, c'est une crise aiguë domestique, parce qu'on est dans cette même situation d'attente très angoissée par rapport à notre maître. Le maître, donc, j'avais dit, la récompense, la punition, il suffit de regarder un petit peu votre télévision, vous aurez très rapidement des aperçus de ces récompenses et de ces punitions. En quelque sorte,
avec le pouvoir des écrans, on suggère aux populations des récompenses. Si vous répétez le discours, par exemple, de Bernard-Henri Lévy, vous avez une bonne chance d'accéder au pont supérieur. Si vous êtes un peu doué et que vous le faites à peu près bien, on vous ouvrira les portes voilà, du statut enviable. Et donc, il y a toujours ce mirage de la récompense qui fait aller beaucoup des nôtres. Il y a le pendant qui est la punition, qui est bien plus facile et bien plus efficace. C'est de laisser planer l'idée aussi que si vous ne répétez pas le discours de Bernard-Henri Lévy, attention, les heures les plus sombres de notre histoire vous guettent. Il y a une épée de Damoclès qui est au-dessus de nous en permanence quand des sujets sur lesquels Big Brother, le maître en quelque sorte, donc les médias, les artistes, les ponts supérieurs du navire, quand certains sujets sont abordés, on a tous fait l'expérience, par exemple l'immigration, qui est le sujet le plus casse-gueule, le plus dangereux qui soit à aborder en société, que ce soit au travail, en famille, n'importe où, absolument n'importe où. Dès lors qu'on entend le terme immigration, simplement, qu'on entend quelqu'un discuter de ça, des alarmes se déclenchent dans notre inconscient reptilien parce qu'on sait qu'à partir de là, on joue en quelque sorte notre survie sociale. Parce qu'il peut très bien y avoir un clone de BHL à ce moment-là qui va immédiatement vous renvoyer aux heures les plus sombres si vous émettez ne serait-ce qu'un doute par rapport à l'idéologie dominante, comme quoi l'immigration est une chance, etc. Enfin, vous connaissez par cœur le couplet. Et cette menace nous suit vraiment en permanence. Le chien bien dressé, quand son maître n'est pas là, il l'attend quand même. Enfin, il ne l'efface pas de sa mémoire, pas du tout. Il a toujours cette image à l'esprit et cette crainte. Et cette empreinte qu'on nous a inculquée, elle est très très puissante. C'est aussi pour ça que souvent les Français, qui ont toujours l'air de se plaindre énormément, quand ils ont l'occasion de manifester un petit peu leur désagrément, ne serait-ce que par le bulletin de vote, eh bien finalement on constate que ce désagrément, en tout cas il met du temps à s'exprimer. On ne peut plus modérer, parce que jusque dans l'isoloir, je pense que ces mécanismes mentaux de conditionnement sont là, nous suivent. Certains types m'ont avoué que au moment de mal voter, ils avaient eu vraiment une angoisse, vous savez, je sais pas, un petit peu comme l'adolescent qui va feuilleter sa première revue pornographique, qui sent qu'il est en train de faire quelque chose de mal, il a les jambes qui vont trembler un petit peu, et peut-être il va se reprendre au dernier moment, il va voter Bayrou, je sais pas. Et en tout cas, ces mécanismes sont vraiment, vraiment très puissants et profonds, il ne faut pas du tout les sous-estimer. Et un bon maître est capable de faire n'importe quoi à son animal. Le chien, on l'envoie chercher des pantoufles, on l'envoie chercher le journal, ça n'a aucun rapport avec son environnement ancestral, ça ne lui permettra pas de survivre s'il se retrouve tout seul. Mais le maître a le pouvoir, donc il peut en jouir, il peut s'amuser à faire ça. Et là, c'est un petit peu la même chose. L'idéologie, il ne faut pas trop s'interroger sur le sens profond de cette idéologie. C'est plutôt, on a le pouvoir, et c'est le pouvoir pour le pouvoir, et le plaisir de faire ce qu'on veut aux êtres n'a pas d'égal. C'est pour ça que souvent on voit des idéologies complètement délirantes. Avec le recul, on se dit mais comment ça a été possible? Mais si, ça a toujours eu lieu. Moi, notre situation me fait un peu penser à celle du peuple Xhosa, qui était un peuple sud-africain qui a eu un peuple assez prospère et au milieu du 19e siècle, je crois, ils avaient une jeune prophétesse, très jeune, une sorte de Greta Thunberg de l'époque, et qui leur avait dit, en quelque sorte, vous avez une belle situation, mais si vous mettiez à mort l'intégralité de vos troupeaux, donc qui constituent tous vos revenus, parce que tout était basé, toute l'économie reposait sur le bétail, eh bien si vous mettez à mort l'intégralité de vos troupeaux, croyez-moi, vous allez connaître une époque de prospérité sans borne. Et le problème, c'est que le peuple Xhosa a cru cette prophétesse, et donc ils ont mis à mort l'intégralité de leurs troupeaux dans un massacre très, très célèbre et très rapide. Et bien évidemment, le peuple Xhosa a sombré dans une ruine dont il ne s'est jamais relevé. Mais à ce moment-là, cette prophétesse a eu un pouvoir extraordinaire de vie ou de mort sur un peuple entier. Eh bien, notre situation aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ressemble assez furieusement à celle du peuple Xhosa. Parce qu'au nom d'une idéologie, d'un avenir meilleur et radieux qui s'appelle le vivre ensemble, on est quand même, avec une ténacité remarquable, en train de sacrifier l'intégralité de notre héritage, de notre cohésion sociale, tout ce qui fait que nous aimons ce pays.
Donc ne nous moquons pas trop vite de ces braves gens parce qu'on est un peu en train de vivre la même chose. Et malheureusement, l'animal domestique, très souvent, quand il perd son maître, il est dans un état de sidération. Beaucoup de chiens, quand ils perdent leur propriétaire, vont se laisser mourir sur leur tombe, ça arrive. Parce que, alors nous on appelle ça de la fidélité, on trouve ça beau. En réalité c'est un état d'extrême dépendance affective, une vie qui n'existe plus que par procuration. Et je peux vous dire que certains Français sans l'État seraient dans un état très proche de ça. D'ailleurs, on le voit quand on a des faits divers particulièrement violents, des agressions, même des attaques terroristes. Quand on voit des vidéos de ces événements-là, on se dit, nous on a regardé la télévision, on se dit, ces gens vont réagir d'une certaine manière. Ils vont crier, ils vont se rouler par terre, ils vont courir, ils vont faire quelque chose, ils vont se battre peut-être. Eh bien, la plupart du temps, non. Aujourd'hui, on a plutôt un état de sidération, d'arrêt complet des fonctions cérébrales, parce que c'est une réalité qui arrive et pour laquelle on n'a pas été formé, en fait. On a été préparé et conditionné à tout un tas de choses, à un vivre ensemble qui se passe bien, à des échanges. Surtout, il ne faut pas rendre les coups, il ne faut pas de légitime défense, la police va arriver, la violence ne sert à rien, n'est pas une solution, on l'entend depuis toujours ça. Et quand ça arrive donc, le citoyen qui est extrêmement bien conditionné, il se met en veille, physiquement, c'est-à-dire qu'il attend que ça passe. Et on voit des types qui sourient alors qu'ils sont en train de se faire assassiner, pour ne pas offenser la personne qui est en train de les assassiner. C'est vraiment, là pour le coup, il faut imaginer à quel point ces mécanismes qui nous tiennent sont puissants. Et si le maître vient à défaillir et à ne pas arriver, alors là, ces citoyens seront complètement perdus et préféreront, je pense, se laisser mourir plutôt qu'essayer de survivre par leurs propres moyens. Donc déjà, un de mes messages les plus essentiels, c'est de prendre conscience de cet état de dépendance vis-à-vis de la machine électrique, tout ce qui fait qu'on ne peut pas développer notre autonomie, et tout ce qui fait qu'on a besoin de faire appel à des individus. Mais c'est tellement banal dans le quotidien. Aujourd'hui, quand on a nous autres, les animaux supérieurs les plus complexes de cette planète, on n'arrive pas à régler l'heure de notre micro-ondes, donc du coup on appelle le réparateur, parce qu'il y a un réparateur, il y a toujours quelqu'un qu'on peut appeler en fait au secours. On appelle un flic, on appelle quelqu'un, et le jour où il n'y a plus personne au bout du fil, là la crise de panique est énorme. Même quand le maître qui est incarné par l'écran, comme dans Big Brother, comme dans Orwell 1984, quand le maître n'apparaît plus dans l'écran, ne nous suit plus, vous savez, vous voyez dans les salles d'attente, vous voyez ces gens qui sortent leur téléphone portable dès qu'ils sont dans la salle d'attente, parce qu'il y a une angoisse terrible de se retrouver tout seul, même 5 minutes avec le silence et soi-même. Des fois qu'on ait l'idée de faire le point sur sa vie, sur cette carrière qui n'a aucun sens, qu'on est en train de mener, de sacrifier pour on ne sait quoi au juste. Ça nous fait très peur, donc on a très peur de s'arrêter pour réfléchir. Donc heureusement, on a toujours l'écran avec nous pour avoir la voix du maître, le divertissement. Et on voit des trucs aujourd'hui, si la télévision ne marche pas, je peux vous dire qu'on assiste à des schémas d'hystérie qui sont vraiment extrêmement effrayants. Quand j'ai consulté pas mal de médecins pour écrire mes bouquins, et certains m'ont raconté si Cyril Hanouna n'est pas à l'heure dans la télévision, s'il y a un truc qui se passe et la télévision ne marche pas, on a des cas vraiment d'angoisse panique, parce que c'est exactement comme l'absence du maître. Le chien qui est réglé, qui est habitué à sa promenade, machin, si ça ne se passe pas comme prévu, il s'en remet complètement au maître, à la puissance extérieure, donc il ne peut pas envisager sa survie autrement. Donc moi j'essaie de ramener surtout les individus, par le biais de ce livre, en montrant des archétypes, des personnages très un peu caricaturaux, mais il y en a des comme ça, et à leur faire prendre conscience que ce pouvoir qu'exerce la machine sur eux, peut-être il faudrait essayer de prendre de la distance avec lui et arrêter de croire que ce problème géant fait partie d'une quelconque solution. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la capacité d'action du gouvernement, la sagesse ancienne, je crois que c'est dans le Tao Te Ching, ils disent que les meilleurs princes sont ceux qui n'agissent pas. C'est assez juste, parce que en général celui qui n'agit pas fait très peu de conneries, contrairement à ceux qui agissent. Donc moi je ne suis pas pour une action à outrance de ceux qui gouvernent, mais normalement ce sont quand même les gardiens du temple. C'est-à-dire qu'ils doivent faire appliquer un minimum
respecter un minimum les règles du contrat social, sinon, à partir de là, il n'y a plus aucune raison que ces gens soient là. Et quand on se rend compte que ces règles minimales du contrat social, je parlais de l'immigration tout à l'heure, mais que la souveraineté nationale soit complètement niée sur la question de l'immigration ou de l'insécurité, puisque la loi aujourd'hui en France n'est plus appliquée, il y a un code pénal qui existe, qui est la justice qui est rendue au nom du peuple, en notre nom, ne tient pas compte du code pénal, pas du tout. C'est intéressant parce que, alors c'est intéressant, c'est tragique évidemment, mais allez dans les tribunaux, faites l'expérience, je vous en conjure, c'est très important de voir comment ça se passe, comment on arrive et comment le juge va dire le prévenu, c'est toujours exactement le même discours, ça commence toujours pareil. Alors monsieur, vous avez commis tel crime, tel délit, machin, normalement, ce délit ou ce crime est punissable de, et il va citer 10 ans, 15 ans, hein. Il précise toujours normalement, parce qu'il a lui-même conscience que nous ne sommes plus dans un monde normal, et que donc la sanction que lui va prononcer n'aura de toute façon aucun rapport avec ce livre complètement obsolète et inutile, qui est juste là pour faire peur au type au début en lui disant « Ah, vous avez vu, si on avait été un pays normal, on aurait fait ça. Vous avez de la chance, je suis du syndicat de la magistrature, et on va faire autrement. » Et donc... Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a eu des exemples dans l'actualité, il y en a plein. Le rappeur Rof, je sais pas si vous avez la chance de ne pas le connaître, je ne sais pas, a été condamné en juin de cette année, donc il a été condamné à 5 ans de prison ferme pour violence en Réunion. Il a fait 5 mois, plus 2 de préventive et il est sorti. Et parce que c'est comme ça. Parce que, d'une part, la peine prononcée n'a aucun rapport avec le code pénal, et la plupart du temps divisée par 2, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et l'application de la peine, normalement, quand on vous dit le mec il est condamné à 5 ans de prison ferme, certains naïfs se disent donc il va 5 ans en prison. Ah non, c'est plus compliqué que ça. Parce que déjà, il faut enlever la remise de peine automatique. Avant, c'était pour bonne conduite, maintenant, c'est pour nous, c'est commercial. Voilà, bon. Donc on fait un cadeau au gars, bon. Et après, il y a l'application des peines, c'est-à-dire que maintenant, il y a un autre juge, le juge d'application des peines, qui en général est tout souvent assez gratiné. Et donc lui, il a un entretien avec la personne dans le but de préparer sa réinsertion, parce qu'on s'y attelle très tôt, c'est important. Donc lui, il est très compréhensif, souvent plus que ceux qui ont fait la condamnation. Donc déjà, le gars a pu passer déjà par 3 juges. Le juge le premier, le juge de la cour d'appel, le juge de la cassation, machin. Donc s'il n'est toujours pas content, il a l'application des peines. Et là, l'application des peines, le gars va dire « Bon, alors très bien, vous êtes condamné à 5 ans de prison, il vous en reste 3, alors on peut en faire une petite partie, vous en avez déjà fait en détention, donc on va faire le reste, on va faire en port de bracelet, ou vous allez pointer un contrôle judiciaire, machin. » Tout ça, c'est considéré par l'application des peines comme de la prison. Ou remplir des cahiers de vacances, faire des exercices, on voit des trucs complètement aberrants, vous allez caresser des poneys dans le Périgord, et ça fait partie du stade processé, machin, vous avez des... Donc, en gros, la loi française, mais vraiment faites l'expérience, allez dans un tribunal, vous verrez que j'exagère pas du tout. La loi n'est pas appliquée dans notre pays. Bon. Donc maintenant, à partir d'un constat simple comme celui-là, que la souveraineté populaire est mise en danger, donc très clairement par la non-application de la loi et de la volonté populaire en matière d'immigration, de justice sur les sujets régaliens, donc qui sont censés concerner directement le pouvoir central. Donc si à partir de là, le pouvoir central méprise totalement ce rôle régalien, et par ailleurs multiplie ses compétences dans d'autres domaines dont personne ne devrait avoir envie qu'il y ait une telle émission à tous les étages de la vie privée, si ce n'est pour prendre encore plus de contrôle sur les individus, on devrait se dire peut-être qu'il faudrait déplacer le problème et se dire que cette machine, ce maître n'est plus légitime pour résoudre ces problèmes qu'il a largement contribué à créer, et peut-être que le peuple, le citoyen, devrait reprendre en main son destin. Et ça, alors encore une fois, je ne peux pas développer cette question dans ce roman qui aura une suite d'ailleurs. Je profite pour faire un teasing exceptionnel. Donc le 3e volet arrivera sûrement, peut-être pas l'an prochain, mais l'année d'après. Parce que l'an prochain, il est possible aussi qu'arrive un livre sur la question qu'on me pose systématiquement à l'issue de ce genre de conférence. C'est: vous êtes bien gentil avec vos constats, machin, mais nous aussi on l'a fait, on voit les mêmes choses que vous depuis très longtemps. Mais maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et cette question,
qui est assez vague. Au début, je me disais, moi, je suis pas un politicien, donc je ne peux pas vous promettre des trucs exceptionnels parce que ce n'est pas ma nature, mais peut-être qu'on pourrait apporter une réponse simple dans le quotidien des individus. Nous, en tant que créatures donc domestiques et remarquablement conditionnés pour accepter des choses totalement inacceptables depuis très longtemps, comment pourrait-on faire pour justement réparer ces dégâts et reprendre possession de nous-mêmes et de notre destin? Donc c'est un vaste programme, mais je pense que ça pourrait intéresser pas mal de lecteurs. Parce que la grande question, cette question que vous me posez souvent, je constate aussi très souvent que quand je retourne la question, je dis qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous pensez déjà que vous êtes au maximum de vos capacités? Vous connaissez la gravité de la situation. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour vous y opposer? Et là, on sait tous très très bien, tous autant que nous sommes, que non. Et que moi-même, non, on n'a pas fait le maximum parce qu'on bénéficie encore de cette situation protectrice de confort. On est des animaux domestiques, donc très ritualisés, très conservateurs. On a très peur du changement brutal. Et c'est aussi pour ça qu'au dernier moment, beaucoup de Français votent pour le personnage politique qui promet la continuité la plus marquée, parce qu'il y a cette terreur. On a souvent cette fameuse métaphore de la grenouille, la pauvre grenouille qu'on fait cuire dans l'eau bouillante, et comme la grenouille, prétend-on, est stupide, on va chauffer l'eau, elle ne va pas se rendre compte, elle va mourir brûlée. En réalité, une grenouille n'est pas si bête, hein. On a déjà fait l'expérience, ne le faites pas parce que c'est 2 ans de prison, je crois. Quand on chauffe son truc, en réalité, elle se barre. Mais l'animal domestique a cette capacité d'endurer la douleur jusqu'au-delà du raisonnable. Un chien extrêmement dressé, un maître peut le condamner à mort, tout à fait. Et donc, on est un peu dans cette situation-là. Et pourquoi ne faisons-nous pas un peu plus? Donc, parce qu'il y a cette situation de confort. Mais ça, c'est une très vieille question, hein. Jean de La Fontaine l'a posée déjà il y a quasiment 4 siècles, avec une fable fameuse qui s'appelait le conseil tenu par les rats, où les rats, qui étaient un peu las de se faire bouffer par un chat terrible, qui était très efficace et donc qui zigouillait tous ces braves petites bêtes, ont tenu conseil, se disant: que pourrait-on faire pour que ce chat arrête de nous bouffer et qu'on puisse enfin vivre un peu en liberté? Une allégorie intéressante, hein, Big Brother, le chat, tout ça. Et donc le doyen des rats va dire moi j'ai une idée, je pense qu'on pourrait lui accrocher un grelot autour du cou, et comme ça, quand le chat va sortir pour nous chasser, on l'entendra arriver, on pourra se planquer à l'avance. Et tout le monde trouve ça génial, tout le monde est d'accord avec l'idée. Et sauf que quand vient le moment de trouver quelqu'un pour attacher le grelot au cou du chat, et bien là, non, moi je peux pas, j'ai poney, j'ai piscine, machin. Et tout le monde se défile, et du coup, la situation continue, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et c'est à peu près la même chose, c'est l'effet bande sardine, hein, j'adore cette comparaison, qu'en gros, les premières, on a montré statistiquement que quand un banc de sardines faisait un virage, les premières, celles qui initiaient le virage, avaient un peu plus de chances statistiquement de se faire bouffer par des poissons, des prédateurs, tout ça, parce qu'elles vont elles vont être vues. Vous voyez, c'est comme le mec dans le repas de famille qui va casser l'ambiance, qui va dire commencer à nous faire chier avec l'accueil des migrants et tout. Lui, il risque fort de se faire bouffer. Et donc, tous les autres attendent. En réalité, ils ont très envie peut-être de tourner, hein. Même dans les milieux, dans les hautes sphères, dans les milieux médiatiques et tout ça. Moi, j'ai souvent des témoignages de types étonnamment haut placés dans ces appareils, qui me disent en secret ce que tu dis c'est génial, je suis d'accord, évidemment j'en parlerai pas parce que sinon voilà, mais continue, on te soutient, on est derrière toi. Et c'est intéressant, hein, parce qu'on a tous un peu il n'y a pas tant de militants très très endurcis que ça, il y a beaucoup de suiveurs un peu terrorisés qui se conforment juste à la pensée dominante, parce que cette terreur d'animal domestique, d'être ostracisé, exclu, qui signifie l'abandon, l'animal domestique, à un moment donné, il meurt. Donc ça, c'est une terreur viscérale. Donc on a très peur d'être comme ça désigné par le groupe, d'être mis à l'écart, d'être « oula, tes opinions ». Alors qu'en réalité, les conséquences sont souvent pas si graves. Au pire, on perd quelques mauvais amis, c'est pas les meilleurs. Quand on dit des vérités, mais on est fait pour exagérer les conséquences de ces déclarations un peu fâcheuses, un peu inconvenantes. Donc,
voilà, qui va être la sardine, qui va accrocher le grelot, c'est la question qu'on se pose. Hein. On me demande souvent pourquoi des médias n'émergent pas plus vite, pourquoi d'opposition réelle, hein, s'entend. Il y a pour la même raison, parce qu'un type qui a de l'argent en France et qui n'a pas des idées qui sont compatibles avec la morale dominante, le jour où il va décider de lancer son média en mettant beaucoup d'argent sur la table, il sait qu'il aura sur le dos l'intégralité de l'appareil qui va lui tomber dessus et qui va salir sa réputation et trouver un tas pas beaucoup d'individus ont les épaules pour supporter de telles charges, en fait, une telle mise à l'index. Parce que là, on parle de millions de téléspectateurs, de millions d'auditeurs. C'est extrêmement puissant, Big Brother. Nous, on se parle entre nous, mais c'est rien. Enfin, eux, ils parlent tous les soirs, enfin tous les jours. Il y a, je sais pas, les Français écoutent en moyenne 4 heures, je crois que c'est 4h40 de télévision par jour. En moyenne, 4h40 de télé par jour, ça va être 2h20 de radio et 1 heure d'écran divers et variés. C'est les 3-8, hein, 8 heures de boulot, 8 heures d'écran et 8 heures de vague sommeil. Donc c'est très difficile de rivaliser avec ça. Donc quand on parle souvent liberté d'expression, n'oublions pas que l'expression n'est pas du tout équitable, surtout. Parce que même si on a la liberté de dire ce qu'on veut, là par exemple en petit comité ou à son voisin ou tout ça, eh bien on n'est rien par rapport à ceux qui parlent à des millions de personnes avec les appuis qu'ils ont, avec l'expert sur le plateau, avec l'autorité donc scientifique, l'autorité universitaire, l'autorité artistique, à peu près toutes les formes d'autorité possibles. Dans la tête de Monsieur Moyen, je sais pas, Jocelyne qui est devant Cyril Hanouna et les publicités avec la bave aux lèvres, c'est très difficile de s'ingérer au milieu de ça et de la secouer un peu, de la ramener parmi nous. C'est ce que je dis souvent, il ne faut peut-être même pas essayer dans certains cas, oublier Jocelyne ou oublier ceux qui sont idéologiquement perchés, ultra progressistes, militants, c'est même pas la peine d'y penser. Autant parler à une table, c'est à peu près la même chose. Mais on a ce fond, on a cette idée au fond de nous. Le matin, on va se cogner dans notre table basse, on va l'insulter parce que... alors c'est une table, hein, ça sert à rien, mais on a une vague idée qu'on peut quand même changer quelque chose, qu'on peut essayer de la... Mais non, certains sont ancrés dans des réalités parallèles, il ne faut même pas perdre de temps avec eux. Ceux qu'on peut essayer de ramener à nous, ceux qui manifestent le doute, qui montrent un petit intérêt, qui ont... pour des théories alternatives, qui se rendent compte qu'il y a un problème, mais qui n'ont pas encore la formulation, qui n'ont pas la vision d'ensemble. Souvent, d'ailleurs, les citoyens, nos concitoyens, fuient en fait une possible explication désagréable. Ils préfèrent se concentrer sur leur travail, sur leur divertissement, leurs activités parallèles, pour ne pas, encore une fois, regarder en face les dures réalités de ce monde. Donc, parlons-nous les uns les autres, déjà, c'est un bon début. Si les Français peuvent recommencer à parler aux Français, ça fait une forme de résistance intéressante, justement en réel, pas forcément par l'écran, pas par des canaux artificiels, mais en vrai, en direct, pour résister moralement à cette machine, parce que la première des résistances est morale et mentale, et peut-être après, on pourra passer à d'autres étapes. Mais la grande question, c'est le temps. C'est toujours ça qui règle à peu près tout dans l'histoire, c'est qu'à un moment donné, il sera trop tard et donc tout sera joué. Donc là, on est un peu... Enfin, j'imagine ici ce soir que vous êtes tous un peu comme ça, dans la situation de ce mec qui a vu l'iceberg arriver, qui a sonné à la cloche et qui a attendu. Et là, c'était très long pour lui dans sa tête, parce que même si c'était sur un temps très court, je peux vous dire que quand on voit arriver l'iceberg et qu'on ne sent pas du tout de mouvement dans le navire, là, on est dans un état d'angoisse assez terrible. C'est un peu l'état du renseignement ou l'état des gens qui sont très conscients de ces réalités-là. Mais quand on prend un peu de recul, on constate quand même qu'il y a une évolution des pensées qui est aussi notable, pour le coup, dans l'Occident tout entier. On voit des gens qui ne se privent pas de très mal voter, de ne pas du tout respecter les consignes des grands médias. On a vu l'élection de Trump, on a vu le Brexit, on a vu des Salvini, on voit plein de choses comme ça. Il y a un mouvement de rejet assez global de ces machines à conditionner, mais la machine se défend elle-même très bien, elle est capable, je pense, de récupérer l'air du temps, de manipuler l'opinion à son avantage. Macron, je pense, a commencé à amorcer une sorte de virage. Vous avez vu, Schiappa a promis l'expulsion des violeurs étrangers. Ce qui paraît déjà aberrant que ce n'était pas déjà le cas, mais bon, ça plaît à Jocelyne. Jocelyne, entre deux messages publicitaires, se dit « Ah, ils prennent les choses à bras-le-corps, c'est très bien ». Ça suffit, pour une grande partie de l'opinion, il suffit de prendre des opinions, des petites mesures comme ça, même symboliques, et ça suffira à satisfaire
C'est pour ça que quelqu'un qui sent l'air du temps et qui peut la refaire un peu comme Sarkozy avait déjà fait, mais même en prenant quelques mesures très symboliques, il peut encore faire voguer la galère le plus longtemps possible. Donc, bon, c'est pas gagné. Mon message n'est pas fondamentalement optimiste, vous l'aurez peut-être deviné. Il n'est pas non plus pessimiste. C'est 2 erreurs à ne pas faire, en fait. Donc, il faut rester sur la ligne raisonnable. Et voilà donc ce que je pouvais vous dire ce soir avant de vous laisser la parole pour des questions un peu plus précises, avant que je ne m'égare davantage. Je voudrais finir par une citation du chevalier Bayard, sans peur et sans reproche, race d'individus qui ont peut-être malheureusement disparu, et qui disait donc il était spécialisé dans la défense des places fortes qui étaient réputées perdues, pour vous situer un peu le bonhomme. Et il avait dit qu'en gros, je crois que c'est la phrase exacte, c'est « il n'y a point de place faible là où il y a des gens de cœur ». C'est intéressant parce que du coup, il ne met pas tout sur le nombre, comme on a tendance à le faire. On ne s'en remet pas aux autres. Pour une fois, on prend nous-mêmes notre destin en main en disant « moi, je peux avoir un impact au moins sur ma vie, à mon échelle, ma famille, mes proches et tout ça. Et là, en gros, en quelque sorte, je les emmerde, ils ne viendront pas me chercher. Ou s'ils viennent, en tout cas, je ferai face. » Et ce serait bien que ce message essaime un petit peu au sein des individus un peu plus lucides, en se disant peut-être qu'il y a tout un tas de moyens de s'opposer à Big Brother et à reprendre en main notre destin. Donc ça fera sans doute l'objet d'un prochain livre. En attendant, je vous donne la parole pour des questions sur celui-là. J'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai aucune idée du temps dans lequel je suis. On me fait signe que c'est bon. Voilà, donc je vous rends la parole. Merci beaucoup. Si vous souhaitez vous procurer les ouvrages mentionnés dans cette vidéo, rendez-vous dans les liens en description.